Bonjour et bienvenue dans Des mots, une œuvre, un podcast mêlant art visuel et littérature. Des mots, une œuvre est un podcast du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Ce podcast fait dialoguer des œuvres des collections du musée ou d'une exposition en cours, avec des textes poétiques, philosophiques, historiques, des essais, des romans ou des écrits d'artistes. Persée et Andromède, Variations. Dans cet épisode, nous allons explorer différentes variations du mythe de Persée et Andromède, en prenant pour point de départ un groupe sculpté par le Lyonnais Joseph Chinard en 1791, conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Cet épisode mythologique constitue une importante source d'inspiration pour les artistes, sculpteurs ou peintres, comme pour les écrivains. Joseph Chinard lui-même a sculpté plusieurs exemplaires de Persée et Andromède. On retrouve à chaque fois les deux personnages nus, debout, presque enlacés. Persée soutenant le corps d'Andromède, délivrée des chaînes qui la retenaient prisonnière. Persée figure parmi les nombreux héros de la mythologie à moitié divins par leur père, Zeus, et à moitié mortels par leur mère, dans le cas de Persée, la princesse Danaé, fécondée par le roi des dieux métamorphosée en pluie d'or. Persée acquiert sa renommée en affrontant la gorgone Méduse, créature à la chevelure de serpent et au regard qui pétrifie. C'est après sa victoire contre la gorgone que le héros croise la route de la délicate Andromède, qui deviendra sa femme. La jeune femme est condamnée à être offerte comme proie à un monstre marin envoyé par Poséidon pour calmer les divinités marines. Persée parvient à tuer le monstre et la délivre. Le texte le plus complet, le plus célèbre narrant l'histoire de Persée et Andromède est celui du poète latin Ovide, dans les Métamorphoses. Persée reprend ses ailes, les noue, à l'un, à l'autre pied, ceint son arme crochue. Il fend l'air limpide à coups de talonnière. Autour et derrière lui, il laisse des peuples innombrables, aperçoit les tribus d'Éthiopie et les plaines de Céphée. C'est là qu'Innocente payait pour le langage de sa mère, Andromède. Ainsi l'avait ordonné l'injuste Amon. À un dur rocher, attaché par les bras, le petit-fils d'Abbas la voit. Et si une légère brise ne bougeait ses cheveux, si ses yeux ne coulaient d'un pleur tiède, il croirait à une œuvre de marbre. Malgré lui, il prend feu. Il est stupéfié, pris par l'image de la beauté incroyable. Presque, il oublie de secouer ses ailes dans l'air. Il s'arrête. « Oh, dit-il, tu n'es pas faite pour ces chaînes, mais pour celles qui unissent les amants dans le désir. Apprends-moi, s'il te plaît, ton nom, le nom de ta terre. Pourquoi tu portes les fers ?» D'abord, la jeune fille se tait, n'ose parler à un homme. De ses mains, elle cacherait bien son visage pudique si elle n'était attachée. Ses yeux, ça elle peut, se remplissent de larmes naissantes. Il insiste, et elle a peur de paraître ne pas vouloir avouer une faute. Alors, et son nom, et sa terre, et combien sa mère a cru en sa beauté, elle dit tout. Elle n'a pas fini quand l'onde retentit. Venant de l'océan immense, un monstre menace sous sa large poitrine. Il couvre toute la mer. La fille hurle. Le père endeuillé avec la mère arrive, les deux malheureux. Mais leur fille a plus juste titre. Avec eux, ils ne portent aucun secours, mais des pleurs de circonstance, des lamentations. Ils s'accrochent au corps attaché. Soudain, l'étranger. Vous aurez tout le temps de pleurer, mais pour l'aider, nous n'avons qu'un instant. Si je la demande, moi, Persée, fils de Jupiter et de celle que Jupiter a enfermée et remplie d'or fécond. Persée, vainqueur de Gorgone aux cheveux de serpent, qui, remuant mes ailes, vais dans les airs du ciel. Me prendrez-vous pour gendre ? À tant de qualité, j'en ajoute une. Que m'aident les dieux. Si je la sauve de mon talent, elle est à moi. C'est le pacte. Les parents acceptent le contrat. Comment hésiter ? Ils prient et promettent en plus le royaume pour dot. Voici que, comme un navire excité, éperon en proue, laboure les eaux poussées par les bras des garçons en sueur, la bête, les os tranchés sous le choc de sa poitrine, s'est approchée du rocher, aussi proche qu'est le ciel de la fronde des Baléares quand on lance le plomb. Soudain, le garçon, des pieds poussant la terre, droit, au nuage, s'élève. Dès qu'à la surface de l'eau on voit l'ombre de l'homme, la bête fonce sur l'ombre qu'elle voit. Comme l'oiseau vole vite de Jupiter quand il voit dans un champ vide un serpent qui offre à Phébus son dos blanc, l'attaque dans le dos et pour que sa gueule cruelle ne se retourne contre lui, plante ses griffes avides dans le cou d'écaille.
Ici, d'un vol rapide, tête en avant, jeté dans l'espace, Persée tombe sur le dos de la bête tremblante. Dans son épaule droite, il fourre le fer jusqu'au crochet courbé. La bête lourde, blessée, parfois soulevée dans les airs, se dresse, parfois se cache sous les eaux, parfois féroce, tourne comme un sanglier qu'une meute de chiens bruyante effraie. Persée, lui, échappe, d'ailes vives, aux morsures avides. Partout où il peut, sur le dos couvert de coquillages creux, sur les flancs, à l'endroit où la queue très mince finit en poisson, il frappe de son épée arquée. Le monstre vomit par la bouche des flots mêlés de sang pourpre. Les ailes de Persée alourdies se mouillent, éclaboussées. À ses talonnières imbibées d'eau, il n'ose plus se fier. Il aperçoit un rocher. Le bout du sommet émerge quand les eaux reposent, est couvert quand la vague remue. Il s'y appuie. De sa main gauche se tient à la pointe du rocher. 3 fois, 4 fois, pousse le fer dans les flancs du monstre. Encore. Alors, clameurs et applaudissements remplissent le rivage et les maisons supérieures des dieux. Ils se réjouissent, saluent leur gendre, leur soutien, le sauveur de leur maison. Ils l'avouent. Cassiopée et le père Céphée. Libérée de ses chaînes, la fille s'avance, prie et cause de l'épreuve. Lui, il lave d'eau puisée ses mains de vainqueur. La sculpture de Shinnar conservée au musée des Beaux-Arts figure l'épisode final, celui de la délivrance d'Andromède, une fois le monstre mis hors d'état de nuire. On retrouve les chaînes brisées au pied de la jeune femme et la créature marine morte au pied du rocher. Les peintres ont quant à eux souvent choisi de représenter le moment précédant la délivrance, le combat contre le monstre qui, puisqu'il se déroule pour partie dans les airs, s'avère difficile à rendre en sculpture. C'est l'instant précédant le combat que le poète José María de Heredia relate dans le sonnet qui suit, Andromède au monstre, premier d'une série de 3 dans son recueil Les Trophées, publié en 1893 et inspiré par le texte d'Ovide. La Vierge céphéenne, hélas, encore vivante, liée, échevelée, au roc des noirs îlots, se lamente en tordant avec de vains sanglots sa chair royale où court un frisson d'épouvante. L'océan monstrueux que la tempête évente crache à ses pieds glacés l'âcre bave des flots, et partout elle voit, à travers ses cils clos, bâiller la gueule glauque, innombrable et mouvante. Tel qu'un éclat de foudre en un ciel sans éclair, tout à coup retentit un hennissement clair. Ses yeux s'ouvrent, l'horreur les emplit, et l'extase, car elle a vu, d'un vol vertigineux et sûr, se cabrant sous le poids du fils de Zeus, Pégase, allongé sur la mer, sa grande ombre d'azur. Un mythe peut être revisité à l'infini, mais aussi détourné, transformé, moqué. Pour finir cet épisode avec le sourire, découvrons un extrait de Persée et Andromède, ou le plus heureux des 3, une autre version du mythe imaginée par le poète Jules Laforgue vers 1885. Dans celle-ci, Andromède et le monstre vivent ensemble sur une île, leur destin scellé par un mystérieux sort qui doit se dénouer par l'amour. Alors que l'adolescente s'ennuie sur son île et rêve d'ailleurs, le héros surgit soudain. Il arrive comme une fusée, le héros de diamant sur un Pégase de neige, dont les ailes teintes de couchant frémissent, et nettement réfléchi dans l'immense miroir mélancolique de l'Atlantique des beaux soirs. Plus de doute, c'est Persée. Andromède, suffoquée de palpitations de jeune fille, accourt se blottir sous le menton du monstre. Et de grosses larmes viennent aux cils du monstre, comme des girandoles à des balustrades. Andromède, ô noble Andromède, rassure-toi, c'est Persée, fils de Danaé d'Argos et de Jupiter, changé en pluie d'or. Il va me tuer et t'emmener. Mais non, il ne te tuera pas. Il me tuera. Il ne te tuera pas s'il m'aime. Il ne peut t'emmener qu'en me tuant. Mais non, on s'entendra, on s'entend toujours, je vous arrangerai ça. Arrivé à quelques mètres devant Andromède, l'hippogriffe, bien stylé, s'arrête, ploie les genoux au ras des flots, tout en se soutenant d'un rose frémissement d'ailes, et Persée s'incline. Andromède baisse la tête. C'est donc là son fiancé. Quel va être le son de sa voix et son premier mot? D'un gracieux mouvement, Persée fait virer sa monture qui, sans troubler le miroir de l'eau, vient s'agenouiller devant Andromède en présentant le flanc. Le jeune chevalier noue ses mains en étrier, et, les inclinant devant la jeune captive, dit avec un grassaillement incurablement affecté « Allez hop, à Cythère !» Ah, il faut bien en finir. Andromède va poser son rude pied dans ce délicat étrier,
Elle se retourne pour dire d'un signe adieu au monstre. Ah, mais celui-ci vient de plonger entre eux. L'hippogriffe s'effare. Persée recule et pousse des exclamations fanfaronnes. Le monstre l'attend. Persée se précipite et aussitôt s'arrête. « Ah, je ne te ferai pas le plaisir de te tuer devant elle, crie-t-il. Heureusement, les dieux justes ont mis plus d'une corde à mon arc. Je vais te méduser. » Le petit chéri des dieux décroche de sa ceinture la tête de la Gorgone. Mais, ô prodige, le charme n'opère pas. Par un effort inouï, en effet, la Gorgone a fermé ses yeux pétrificateurs. La bonne Gorgone a reconnu notre monstre. Non, non, 1000 fois non, elle ne pétrifiera pas son vieil ami. Furieux, Persée remet la tête en place, brandit son épée avec un ricanement vainqueur, fond sur le dragon, pauvre masse sans aile. Il le cerne par des voltiges éblouissantes, il le pique à gauche, il le pique à droite, et enfin l'accule dans une anfractuosité, et là lui enfonce si merveilleusement son épée au milieu du front que le pauvre dragon s'affaisse, et, expirant, n'a que le temps de râler. Adieu, noble Andromède, je t'aimais et avec avenir si tu avais voulu. Adieu, tu y penseras souvent. Le monstre est mort. Persée remet son épée au baudrier, ramène les boucles blondes de sa chevelure, avale une pastille, et, descendant de sa monture dont il flatte le col, « Et maintenant, ma toute belle !» dit-il d'une voix sirotée. Andromède, toujours là, irréprochablement et inflexiblement nue, avec ses yeux noirs de mouette, demande « Vous m'aimez ? Vous m'aimez vraiment ? Si je vous aime, mais je vous adore. Mais la vie sans vous me semble insupportable et pleine de ténèbres. Si je t'aime, mais regarde-toi donc !» Il ôte un de ses colliers, un collier de monnaie d'or, souvenir des noces de sa mère, et veut le lui passer au cou. Elle le repousse doucement, mais il profite de son geste pour lui prendre à deux mains la taille. Le petit animal blessé se réveille. « Allez-vous-en, allez-vous-en, vous me faites horreur, j'aime mieux mourir seul, allez-vous-en, vous vous êtes trompé d'adresse. » Ah ben voilà des manières. Ma petite, sachez que mes pareils ne se font pas dire deux fois de pareils ordres. Il exécute un moulinet de son épée adamantine, se remet en selle et file dans l'enchantement du lever de lune, sans se retourner. On l'entend roucouler une tyrolienne, il file comme un météore, il s'efface vers les pays élégants et faciles. Andromède reste là, tête basse, hébétée devant l'horizon magique dont elle n'a pas voulu, dont elle n'a pas pu vouloir. Ô Dieu, qui lui avait donné ce grand cœur! Elle va au monstre, qui gît toujours dans son coin, inanimé, violet et flasque, pauvre, pauvre. C'était bien la peine, en vérité. Oh, pauvre, pauvre monstre, que ne me disais-tu tout d'avance? Tu ne serais pas mort là par ce vilain héros d'opéra comique? Ô Dieu de justice, prenez la moitié de ma vie et rendez-moi la sienne. Ô Dieu, faites cela pour moi, vous qui lisez dans mon cœur et savez combien, au fond, je l'aimais, encore qu'aveuglé par de passagères lubies de croissance, et n'ai jamais aimé que lui, et l'aimerai toujours. Et la noble Andromède promène l'adorable éclosion de sa bouche sur les paupières closes du dragon, et soudain se recule. Car voici qu'à ces paroles fatidiques, à ces baisers rédempteurs, le monstre tressaille, ouvre les yeux, pleure en silence et la regarde, et puis il parle. Noble Andromède, merci. Les temps d'épreuve sont accomplis, je renais, et je vais renaître correctement pour t'aimer, et qu'il n'y ait ni mot ni minute pour nommer ton bonheur. En achevant ces mots, le dragon, sans crier gare, s'est changé en un jeune homme accompli. Des mots, une œuvre, un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Lu par Clément Durand, Julien Tiphaine et Mélodie Ami-Vallée. Direction de projet au TNP, Cécile Leclerc. Direction de projet au Musée des Beaux-Arts de Lyon, conception et rédaction Maëva Bonfanti et Stéphanie Dermoncourt. Production Véronique Moreno-Lourteau. Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les Muséastes, Histoire de point de vue. Musique originale d'Hassan Ali, compositeur, Master Mav, Université Lyon 2. Vous pouvez retrouver les extraits lus dans cet épisode dans les ouvrages suivants. Ovide, Les Métamorphoses, traduite par Marie Cosnet et publiée aux éditions de l'Ogre en 2017.
José María de Heredia, Andromède au monstre, dans les Trophées, publié pour la première fois aux éditions Le Maire en 1893. Jules Laforgue, Persée et Andromède ou le plus heureux des trois, paru aux éditions Durand et Compagnie en 1929. Venez découvrir les groupes sculptés de Persée et Andromède de Joseph Chinard dans la Chapelle, département des sculptures fin XVIIIe, début XXe siècle du Musée des Beaux-Arts de Lyon.